Notre Data User Controller, là aussi, est étendu à partir de getXController. Lui aussi fait un find du provider service et fait aussi un find de user controller. Rien n'est impossible. Dans la mesure où les instances ont été créées au début de l'application et qu'on a fait de l'injection de dépendance, il est évident que toutes ces instances sont accessibles partout dans l'application. Il n'y aura pas plusieurs instances de créer, puisque on a tenu à ce qu'il n'y ait qu'une seule instance de créer, une seule et unique. Pour faire un formulaire, on va avoir un certain nombre de choses à gérer. Ce qu'on appelle un form key, une clé de formulaire. Et comme on aura plusieurs champs d'édition, on aura besoin d'avoir un text editing controller pour, par exemple, le username, qui est un email en fait, le password et la cagnotte. Comme nous gérons aussi dans notre modèle un champ, dans notre table un champ actif, nous aurons besoin d'une propriété actif qui sera définie elle aussi comme étant au départ une valeur true, mais surtout observable. C'est-à-dire que actif doit être du genre rxbool, si mon souvenir est bon. True est une valeur, est un booléen. Actif est un rxbool. Nous aurons aussi une petite astuce pour, lorsqu'on fera notre saisie, visualiser le mot de passe ou pas. Donc on verra comment gérer ça aussi. C'est amusant. Donc on aura une propriété password visible qui sera elle aussi observable. On maintiendra ce que j'ai appelé un select user, c'est-à-dire l'utilisateur sélectionné courant. Lorsque l'on fait des formulaires, donc on utilise des text editing controllers, nous impose un peu une gestion un peu stricte de la mémoire. Pour gérer la mémoire, il sera important à la fin à la clôture de notre contrôleur, de faire le dispose des champs créés de type text editing. Nous aurons dans ce contrôleur plusieurs méthodes qui nous permettront, par exemple, de sauvegarder l'utilisateur. Et là, nous verrons le principe de validation ou de sélectionner l'utilisateur. Nous en verrons l'utilisation plus tard. Nous allons donc revenir dans notre page. Créer donc un formulaire. Mais tout d'abord, comment accède-t-elle à son contrôleur, cette page? Eh bien, là, j'ai utilisé la possibilité d'y accéder par un getView. Ce n'est plus on ne fait pas un stateless with get et ensuite on récupère par un find. Là, directement, je fais getView data user controller et cette méthode getView récupère l'instance de data user controller. La récupère et elle sera accessible par la suite par contrôleur. C'est lui qui impose évidemment ce nom de variable. Donc, un formulaire, c'est une clé. Où est-ce que je prends la clé? Dans le contrôleur. Le premier champ, c'est donc le champ qui aura le focus
dès le départ. Et les text form fields doivent avoir un contrôleur. Où a été initialisé ce contrôleur? Eh bien, dans notre détail user controller. Et il s'appelait username controller. Je vais lui donner un type de keyboard apte à saisir email adresse. Et plus important, un validator. Ce validator, que fait-il? Eh bien, ce validator, le validator de l'email, nous en aurons plusieurs, hein, donc celui qui est spécialisé pour l'email, utilise une getUtils. GetUtils doit encore faire partie du package get. Hein. Ça nous fournit aussi des petits utilitaires qui sont bien pratiques pour contrôler que l'adresse email est valide. Ici, adresse email invalide, et pour cause, nous n'avons rien dedans, donc elle est invalide. On va saisir n'importe quoi, riri.tito, c'est comme tu veux, riri, roro, jusque là, il n'y a rien qui se passe. Est-ce que quand je vais commencer à saisir Gmail, par exemple, et voilà, là c'est terminé. On a vu que l'adresse email invalide, à partir du moment où j'ai saisi au moins 2 caractères dans mon adresse, elle devenait valide. Donc ça, puisque j'avais sauté l'option tout à l'heure, c'est l'objet du auto-validate mode qui dit je fais un auto-validate mode on user interaction. C'est-à-dire qu'il y a une interaction entre la validation et ce que saisit l'utilisateur. Ça, c'est une fonction très très intéressante. Donc, ce validator que nous avons placé ici, qui contrôle la validité d'une adresse email, voilà, vous autorise à saisir uniquement des adresses mail valides. Ensuite, si nous regardons le deuxième champ qui est le username, le password. Ce password contrôleur a un validateur qui est validateur password. Si nous regardons le validateur password, que fait-il? Alors là, c'est une règle métier, on va dire, qui dit attention, les mots de passe ne peuvent pas être inférieurs à 6 caractères. Donc, on va tester ça. Le mot de passe doit comporter au moins 6 caractères. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au passage, donc, je l'avais rendu visible pour qu'on puisse voir ce que l'on saisissait. Là, la validation a fonctionné dès que j'ai évidemment saisi 6 caractères. Voilà donc l'objet de ce qu'est notre validator. Ici, on va remarquer une chose un peu particulière, qui est que on souhaite accéder dans ce text form field, notre widget, donc text form field, on souhaiterait accéder à une des variables observable de notre contrôleur, en l'occurrence password visible. Je ne sais pas si on se souvient, mais on avait créé dans notre contrôleur un password visible qui était observable, qui était false au départ, mais qui avait été défini comme observable. Il m'intéresserait de conditionner
une des propriétés de mon texte form file qui s'appelle obscure text par la valeur de mon password visible. Donc, lorsque je fais ce que l'on appelle un toggle, eh bien, le texte s'affiche ou ne s'affiche pas. Pour cela, comme j'utilise une des variables observable, il doit falloir que ce widget soit encadré de la méthode obx. Et d'ailleurs, on va voir aussi une autre chose, c'est ce bouton. Comment fait-il en sorte de mettre à jour le password visible? Eh bien, ça se fait simplement par un contrôleur password visible.toggle. Comme son nom l'indique, le toggle vous permet de dire flag value est égal à not flag value, c'est-à-dire ça fait l'inverse de la valeur. Ça inverse le true pour un false ou le false pour un true. Donc dès que l'on va presser sur ce petit œil, eh bien, nous effectuerons un toggle qui inversera l'état de la visibilité du password. On a joué aussi sur le fait que on a changé l'icône en fonction si le password était visible ou pas. Ce que l'on voit ici, l'icône change. Là aussi, comme on touche une variable observable de notre contrôleur, nous devons l'englober d'un obx. Un autre cas pour notre champ actif, où je vais l'encadrer d'un obx, c'est parce que j'utilise la propriété actif de mon contrôleur, qui elle aussi est d'un type Rxbool, donc un champ observable. Lorsque on changera la valeur, on récupérera value, bien qu'il ne nous sert pas, actif toggle. Et la valeur, ce sera le contenu du contrôleur actif.value. Ça marche sur le même principe que notre petit œil pour le password, hein. C'est-à-dire que ça devient gris ou rouge. Alors ça, c'est le comportement de switch list tile. Okay. Le dernier text form field est plus simple, c'est notre cagnotte qui, elle, a un validateur différent des autres. Le validateur double se pose la question, est-ce que ce que j'ai en entrée, reçu en entrée, est-ce qu'il est flottant ou pas? S'il n'est pas flottant, je demande à ce qu'on ne saisisse que des chiffres. Ou éventuellement, si l'entrée est vide, on ne tolère pas non plus. On va le vérifier. Ne saisir que des chiffres. Ici, on voit d'ailleurs un texte montant cagnotte qui s'affiche parce que l'on a défini une decoration. Et cette decoration nous dit label text cagnotte. Ça, c'est pour ça. Et le int test montant cagnotte. Ce int test donc viendra dès que le champ sera vide. Alors, nous allons donc vérifier, ne saisir que des chiffres, c'est affiché parce que notre champ est vide. Si je saisis un Z, là, on ne peut pas. Donc je vais saisir 1, et là, dès que je saisis au moins un nombre, la validation est OK. Je vais donc saisir 50.
Voilà. Pardon. Et là, je vais donc pouvoir faire ajouter et on va donc regarder comment ça s'est produit. Lorsque nous avons pressé le bouton ajouter, ou ça serait de la même façon le bouton maintenant modifier, j'ai exécuté la méthode de mon contrôleur qui s'appelle SaveUser. SaveUser, que fait-elle? Eh bien, c'est elle qui demande la validation totale de mon formulaire en se posant la question avec le form key, le current state, est-ce qu'il est, je fais la validation, est-ce que le résultat est bon ou pas? Si c'est OK, je vais pouvoir faire soit un new user, soit un update user. Mais au préalable, j'aurais créé un nouvel élément de type user dans lequel j'aurais mis un ID, un username, un password, une cagnotte et un actif que j'aurais récupéré dans mon selecteduser.id dont on n'a pas vraiment vu d'où il venait, lui. On pourrait y revenir. Le username, ben, c'est le contenu de notre TextEdit controller. Le password, de la même chose. TextEdit controller, password controller. La cagnotte, une simple conversion double parse pour convertir en double le contenu de texte cagnotte contrôleur qui n'est par contre, lui, qu'une chaîne de caractères, c'est-à-dire un string. Donc là, il y a une conversion de type à faire. Et actif, je renverrai 1 ou 0, car actif est un entier. Comme il est un entier, que active value, la valeur, est un booléen, je me pose la question, si je suis true, je renvoie 1, sinon je renvoie 0. On sait ici qu'on est en ajout parce que le ID est égal à 0. Donc, parce que si c'était une mise à jour, l'ID serait forcément différent de 0. Je fais donc un new user dans user controller, donc c'est là que j'utilise le user controller, et le new user exécutera le service user provider service et la méthode new user. On se rappelle que ce new user faisait un insert à partir d'un du user reçu to JSON. Donc une conversion entre des champs JSON et les champs de notre base. Nous allons revenir dans le user controller, dans notre méthode SaveUser. Et donc, si c'est valide, je fais un return true, sinon je fais un return false. Sinon, je fais soit new user, soit update user. Et si le retour est positif, c'est-à-dire qu'on est OK, que la validation est bonne, en plus, je retourne à la page précédente, donc get back.
lorsque nous faisons aussi bien ajouter un utilisateur que lorsque quand nous choisissons un des utilisateurs existants, nous allons exécuter cette méthode selectUser. Nous allons comprendre. Lorsque je fais un ajout d'utilisateur, c'est dans l'app bar, c'est dans les actions, c'est l'icône button qui est ici. Nouvel utilisateur. Lorsque je presse l'icône button, je fais l'exécution de la commande selectUser de mon data user controller. Puis je vais à la page détail. selectUser controller, je lui passe, lorsque je suis nouvel utilisateur, un ID 0 et des username, password, cagnotte actifs à 1. Donc maintenant, si je me déplace sur selectUser, nous allons voir en fait que notre champ selectedUser que nous avons mis ici en place, qui est de type user, eh bien, nous allons l'affecter par notre selectUser passé en paramètres. Et surtout, nous allons renseigner chaque text editing controller, c'est-à-dire notre username controller.text avec le contenu de username, user password et cagnotte. Et nous allons, pour l'active value, mettre le contenu de user actif. Value sera true que si c'est égal à 1. Si nous regardons la modification c'est dans la liste onTap. Nous voyons la même méthode, selectUser, mais avec quoi? Avec l'utilisateur courant. L'utilisateur courant, ce qui fait que 12 Tito, riro@gmail.com, etc., 2, 3, 4, 5, 6, va être transmis à cette méthode selectUser. Et donc le selectedUser deviendra le user complet. Et les champs de saisie seront bien affectés avec les bonnes valeurs à modifier. Par exemple, si je modifie l'actif et que je reviens, il est bien repositionné sur la bonne valeur de notre sélecteur et notre curseur sélecteur. À noter ici que si je revenais en arrière, voilà, évidemment le contenu n'aurait pas été modifié. Donc ça, c'était cette fonction selectUser qui nous est très utile par la suite pour faire notre sauvegarde, par exemple. Pour récupérer le selectUser-ID et travailler donc sur le selectUser-ID à tout moment. Donc voilà le principe de maintenance d'une propriété selectUser par l'exécution dans la vue d'une méthode de contrôleur qui vient sauvegarder dans selectUser le contenu et les sauvegardes pour un usage ultérieur. Bien, j'en ai terminé avec la présentation de cette application qui nous a permis de voir donc un certain nombre de choses, aussi bien concernant la façon d'utiliser une base de données SQLite, comment la créer, comment la maintenir, en créant donc un User Provider Service.
dans lequel nous avons tous nos méthodes pour faire aussi bien de la création d'utilisateurs que la lecture des utilisateurs, l'update ou le delete. La création de la table elle-même, la première fois. Ensuite, nous avons nos vues qui sont liées à des user controllers. Les user controllers font le lien, entre autres, entre la vue et le service User Provider Service. Je récupère les utilisateurs ou j'ajoute un nouvel utilisateur, je mets à jour, je le supprime, et surtout, le plus important étant donc cette notion de variable observable qui me permet par la suite de lister, grâce au getX ici, de lister mes utilisateurs. Je fais référence aux utilisateurs du contrôleur. L'usage d'un getDefo dialogue très pratique, avec gestion d'un bouton confirm cancel qui retourne une énumération qui pourrait être accept ou cancel. Derrière traitement de ce retour de valeur, si je suis accept, à ce moment-là, je supprime effectivement l'utilisateur grâce à la méthode delete_user de mon contrôleur. Utilisation d'un snack bar pour supprimer et mentionner à l'utilisateur que le username a bien été supprimé. J'en ai terminé. Nous avons effectivement vu le contenu du package get, capable de faire du manager de route, de dépendance, d'état et des utilitaires qui évidemment ne se limitent pas à cela.